Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues, qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi vouloir éliminer ses concurrents ? Est-ce une erreur stratégique ? Alors, lorsqu'on est une entreprise, on rêve souvent d'une chose, devenir leader sur son marché, et si possible, d'éliminer ses concurrents. Quand on y réfléchit, le monde des affaires est marqué par un champ lexical assez guerrier finalement. On parle d'affrontements, de batailles concurrentielles, de conquête de parts de marché. Et dans ce contexte, tout concurrent est vu comme un ennemi et la stratégie d'entreprise consiste justement à l'éliminer. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Pourquoi cette posture belliqueuse est-elle une erreur ? Pourquoi aurait-on plus à perdre qu'à gagner à éliminer ses concurrents ? On a plus à perdre parce que parfois c'est très intéressant en fait d'être plusieurs et de pas être tout seul. Pour vous donner quelques exemples, si vous voulez établir un nouveau standard technique sur un marché ou crédibiliser une offre tout simplement, ça peut être très intéressant d'être à plusieurs parce que si vous êtes tout seul, les clients vont se dire oui mais je risque d'être très dépendant en fait de ce fournisseur, ça peut être très risqué. Tandis que s'il y a plusieurs fournisseurs qui vont proposer la même chose au même moment, ça va rassurer un petit peu tout le monde. Et c'est je pense dans cet état d'esprit-là, puis ça permet aussi de fixer un petit peu le standard comme on voudrait qu'il soit, que des gens comme Tesla, par exemple, ont décidé d'ouvrir tous leurs brevets. Il n'y a pas de licence sur les brevets de Tesla, ils sont gratuits, voilà, ils sont open, quoi. Et Google, d'ailleurs, fait la même chose avec Android. Le système d'exploitation Android, en fait, les utilisateurs, les fabricants de téléphones peuvent les utiliser, en fait, sans payer Google. Ce qui permet à Google de s'assurer une part de marché, en fait, en utilisant, en fait, des concurrents. Parce que je rappelle que Google fait aussi des téléphones, qui utilisent aussi Android. Donc ça permet à la fois d'éduquer le marché, c'est-à-dire de lui faire comprendre que ce qu'on développe, c'est intéressant pour lui et d'être plusieurs à faire cette éducation. En gros, c'est l'union fait la force, quoi, en quelque sorte. Oui, et puis si effectivement plusieurs entreprises s'intéressent à la même technologie, au même produit, ça veut dire aussi que peut-être le produit a de l'avenir et ça crédibilise finalement l'offre ou la technologie. Bien sûr. Oui, une nouvelle fois, la peur de dépendance auprès d'un seul fournisseur est quelque chose qui peut faire peur à certains concurrents, à certains clients et les effrayer. Donc, on peut éviter ce genre de situation en étant plusieurs à le proposer en même temps. Tandis que si on est tout seul sur le marché, forcément, on n'a pas cette possibilité-là et la notion de dépendance devient tout de suite beaucoup plus rapide. Et en plus, l'avantage des concurrents moins performants, c'est aussi qu'ils définissent une offre de référence par rapport à laquelle l'entreprise peut se positionner et surtout se démarquer. En résumé, en fait, si on veut être perçu comme le meilleur ou le moins cher, il faut bien quand même qu'il y ait des éléments de comparaison et donc des concurrents. Oui, il y a une stratégie qui est très classique, qu'on appelle la stratégie de différenciation. Par définition, si vous voulez vous différenciez par rapport à quelque chose. Oui, s'il n'y a personne, on ne peut pas si différencier. Vous êtes tout seul, vous n'êtes pas différencié. Alors ça peut être soit vers le haut, c'est-à-dire vous allez proposer quelque chose de plus perfectionné, de plus élaboré, et donc forcément pour ça, il faut qu'il y ait une offre de référence qui le soit moins. BMW, il se positionne par rapport aux généralistes, pour bien montrer qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont mieux, c'est plus cher, mais ça les vaut parce que la différence est significative. À l'inverse, un Ryanair, par exemple, n'aurait pas de sens. Sur le low cost, n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas les compagnies aériennes classiques. Plus cher, mais qui offrent beaucoup plus de choses. Franchement, le niveau de confort que vous avez sur Ryanair, le fait d'aller à Beauvais pour prendre l'avion quand vous êtes à Paris, ce genre de choses, s'il n'y avait pas le différentiel de prix par rapport aux compagnies aériennes existantes, on se poserait la question à deux fois. Et donc, le fait qu'il existe une offre différente de la vôtre est également une manière de crédibiliser votre positionnement. Alors, il y a un exemple très intéressant qui est le cas Salomon. La marque de ski aurait pu éliminer ses concurrents et elle ne l'a pas fait. Expliquez-nous. Oui, c'est un cas passionnant, Salomon. Alors, Salomon, le succès de Salomon, au départ, il vient d'une innovation technologique. Ils avaient mis au point un procédé de fabrication des skis, un procédé donc, qui était protégé, et qui permettait de fabriquer des skis de même qualité que les skis concurrents, mais moins chers. Donc, ils avaient un avantage de coût. Il y a un certain nombre de consultants qui sont venus voir Monsieur Salomon, parce qu'à l'époque, il y avait un Monsieur Salomon, et ils lui ont dit, là, vous avez une arme de destruction massive. C'est-à-dire que si vous avez une position de coût qui est inférieure à celle des concurrents, vous n'avez qu'à abaisser votre prix à un niveau qui est insupportable pour vos concurrents, ils vont jeter l'éponge, et vous allez vous retrouver tout seul, roi du marché, en monopole, vous allez rafler toute la rentabilité qu'il y a sur le marché.
Et Monsieur Salomon, évidemment, s'est dit, mais attendez, c'est complètement idiot, ça, parce que si je me retrouve tout seul sur le marché, il va falloir que j'investisse dans des proportions complètement folles pour répondre à la demande. Donc, il va falloir que j'investisse dans des nouvelles machines, dans des nouvelles usines. Donc, ça implique que je fasse venir des nouveaux investisseurs autour de table. Donc, je vais perdre le contrôle de ma société. Puis, en plus, j'aurai acquis cette position avec une offre qui sera rapidement appelée une offre finalement anticoncurrentielle, voire déloyale par les autorités de la concurrence, voire par les distributeurs, voire par les fournisseurs. Et donc j'aurai une image très dégradée, et tout ce monde-là va exercer une pression très très forte en disant que je gagne trop d'argent, et je vais être obligé de dépenser énormément d'efforts pour maintenir ma rentabilité. Donc non, moi je vais pas faire ça. Donc il a renvoyé les consultants, et il s'est dit, bon, j'ai un avantage de coût. Effectivement, j'ai un procédé qui est moins coûteux que celui des concurrents. Évidemment, je vais le transformer en avantage de prix, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais je vais pas abaisser mon prix à un niveau qui tue mes concurrents. Non. Je vais l'abaisser à un niveau qui leur permet de vivre. Mais tout juste. Je vais leur mettre le niveau de l'eau juste en dessous du nez. Parce que là, ils savent que si jamais les prix baissent, ils sont sous l'eau et ils sont morts. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, tous mes concurrents? À quoi est-ce qu'ils vont utiliser toute leur énergie et tous leurs efforts? À maintenir les niveaux de prix. Ils peuvent pas copier mon procédé qui lui est protégé. Donc le seul élément de l'équation sur lequel ils peuvent jouer, c'est le niveau de prix. Et donc ils vont dépenser une énergie énorme en disant, dans cette industrie, les prix sont au taquet, si jamais les prix baissent, ça va être un bain de sang généralisé, maintenons les prix. Et toute cette énergie qu'ils vont dépenser pour maintenir les prix protégera en fait ma marge. Donc en fait, tuer un concurrent qui est moins rentable que vous, c'est une erreur, parce que ce concurrent, c'est un bouclier contre la baisse des prix. Et contre l'érosion des marges même. Et donc un bouclier contre l'érosion des marges. En fait, il est en train de protéger votre marge, donc ce serait dommage de le tuer. Alors que si on se retrouve finalement seul face à des fournisseurs, des clients, des distributeurs, ça peut être néfaste pour la marque comme pour ses marges, expliquez-nous. Oui, effectivement, si vous êtes tout seul face à des fournisseurs, des clients, une nouvelle fois, cette sensation de dépendance, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, c'est un des éléments essentiels de la liberté stratégique et de la capacité de mouvement que vous avez dans une industrie. Et donc, c'est une des choses que recherchent absolument notamment les clients, de ne pas être trop dépendants. Il y a un exemple qui est très clair en ce moment, c'est sur Nvidia et les processeurs graphiques qui servent à faire l'intelligence artificielle. Tous les entreprises d'intelligence artificielle veulent absolument éviter la dépendance énorme qu'elles ont vis-à-vis de Nvidia à l'heure actuelle. Et donc, elles sont prêtes même à financer au départ à perte le développement d'autres offres pour ne pas maintenir cette dépendance. Et donc, si vous êtes le seul sur une industrie, vous pouvez dire, moi, j'ai un monopole, je fais ce que je veux. Oui, mais le monopole, c'est quelque chose que vos clients détestent. C'est quelque chose que vos fournisseurs détestent tout autant. Et donc, vous pouvez être sûr qu'ils trouveront des possibilités de faire émerger les offres concurrentes. Et ce sera aussi un moteur extraordinaire pour des innovateurs pour proposer des offres qui pourraient remplacer la vôtre. Donc, c'est pas une position extrêmement pérenne et extrêmement confortable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Sur l'instant, vous pouvez peut-être gagner plus d'argent, mais sur la durée, en fait, l'ensemble de l'écosystème va essayer de trouver un moyen de supprimer cette position dominante. Parce que finalement, il ne faut pas se tromper de combat, dites-vous. L'objectif, c'est d'attirer des clients, pas d'éliminer ses concurrents. Oui, ça c'est le grand classique de la comparaison discutable avec la stratégie militaire. En stratégie militaire, il faut tuer l'ennemi. Il faut s'emparer de son territoire, il faut acquérir ses ressources. En stratégie d'entreprise, l'objectif n'est absolument pas de tuer les concurrents. L'objectif, c'est d'attirer des clients. Et d'ailleurs, si tout le monde attire des clients, tout le monde est content. Et quelquefois, pour attirer les clients, comme on l'a dit plus tôt, il vaut mieux se mettre à plusieurs, parce qu'on va crédibiliser une offre qui rassurera les clients. Et donc, cette notion d'attraction des clients, en fait, elle n'a absolument pas à se nourrir d'une notion de destruction des concurrents, bien au contraire. Merci Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!